Merci à toutes et tous de votre présence. Moi, je suis restée sur mon secteur et il y aura une réunion dans la foulée. Hein. Donc, je vous prie d'excuser la présidente de l'AMF, hein, Madame Thiebaud, hein, et j'ai forcément toujours le plaisir de la représenter. Hein. C'est un sujet, le service public de la petite enfance, hein, qui me tient à cœur. Et on sait aussi que là, justement, il y a de grands changements. Et je vous remercie, hein, il est nécessaire aussi de clarifier ces changements qui vont être mis en place, qui sont peut-être pas encore très clairs, hein, je pense, dans la tête de nous tous, chacun. Donc voilà, c'est-à-dire certaines communes vont récupérer certaines compétences, notamment celles-ci, en fonction, si je m'abuse, des strates démographiques. Donc voilà. Donc, écoutez, je vais participer à la réunion avec vous, hein, je reste avec vous. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Alexandre. Alors, j'étais tellement pressée de commencer, j'aurais peut-être pu commencer déjà par un petit tour de table pour vous Oui. présenter. Je vais peut-être laisser la parole à la collègue. Bonjour à tous, donc je suis Marie Sauvadet, déléguée départementale à la protection de l'enfance pour la dette de la Somme, qui est donc sous la préfecture de la Somme. Xavier Tripet, donc conseil départemental de la Somme, responsable de l'unité accueil collectif petite enfance, donc tout ce qui est en lien avec les créations, les extensions, les transformations, les sections de structures d'accueil du jeune enfant. Naja Pézard, MSPAD Picardie, je suis la responsable du service Action sanitaire et sociale. Richard Lamy, donc je suis conseiller technique en action sociale et donc je représente mes collègues au sein du pôle partenaire de la CAF de la Somme. Et Isabelle Petit, responsable du pôle partenaire à la CAF de la Somme. Voilà, donc on va vous faire une présentation à plusieurs voix. Déploiement du service public de la petite enfance. Alors, voilà, pour information, le webinaire est enregistré, hein, pour permettre à d'autres personnes qui ne pouvaient pas aujourd'hui de pouvoir l'écouter en replay. Et puis aussi, nous, pour nos équipes, parce que pour nous aussi, c'est quand même une nouveauté, ça permettra aussi l'équipe CAF, l'équipe MSA, d'en prendre connaissance. N'hésitez pas, si vous avez, alors on va vous faire la présentation, n'hésitez pas, si là plutôt en distanciel, d'utiliser le chat en fait. On pourra relayer vos questions, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, dès qu'on pourra, on reprendra les questions qui seront indiquées dans le chat. Et puis pour la salle, évidemment, vous pourrez, ce sera plus facile de nous interpeller. Alors sur l'ordre du jour, donc en premier lieu, on va évoquer les modes d'accueil du jeune enfant et aussi la définition du service public de la petite enfance et les attendus de celui-ci. Dans un second temps, donc l'état des lieux pour le territoire de la Somme, donc grosso modo l'offre et aussi les cartographies qu'on va pouvoir vous présenter. En troisième lieu, donc les leviers d'accompagnement, comment vous pouvez être accompagné en tant que collectivité avec les aides financières et techniques, mais aussi la question des conventions territoriales globales. Et puis enfin, la présentation de la foire aux questions relative à la notion d'autorité organisatrice, hein, qui va être une notion dédiée aux communes ou aux EPCI en fonction des transferts pour l'accueil du jeune enfant. Alors, le mode d'accueil du jeune enfant et le service public de la petite enfance. Donc, en premier lieu, le service public de la petite enfance, elle est issue de la loi du 18 décembre 2023, donc pour le plein emploi. L'objectif, c'est donc de développer le plein emploi à travers la facilitation des modes de garde. Donc, elle se compose en 3 objectifs, qui est de donc développer les places d'accueil d'ici 2023, donc l'accès à l'emploi du fait de l'absence d'offres de mode de garde,
mais aussi de favoriser l'emploi chez les femmes qui peuvent être liées à des difficultés d'accès au mode de garde ou par manque d'accompagnement. Et enfin, assurer la qualité des dispositifs pour le développement de tous les enfants, donc par le biais des contrôles notamment. Donc, le service public de la petite enfance, ça vise donc à réduire les freins pour la reprise d'emploi des parents et facilite l'accès au mode de garde, à des modes de garde de qualité. Donc, la loi pour le plein emploi prévoit donc de confier aux communes, ce qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui, un rôle d'autorité organisatrice. À ce titre, donc, elle dispose de nouvelles missions qui vont être différentes selon leur taille. Par ces missions, la gouvernance donc, de la politique locale de la petite enfance va être sous l'impulsion de la puissance publique. À cet effet, il y a donc 4 compétences qui vont être données. Donc, il y a des compétences qui vont être dédiées à l'ensemble des communes, qui vont être, peu importe la taille, peu importe le nombre d'habitants, qui vont demander à un recensement des besoins, à informer et accompagner les familles. Recenser les besoins, par exemple, le nombre de places requises, le type d'accueil, l'accessibilité aussi financière et géographique, donc à la fois qualitatif, à la fois quantitatif. Informer et accompagner, c'est donc informer sur les offres d'accueil disponibles sur votre commune ou autour et des prestations financières qui peuvent être données par la CAF ou la IMESA, qui peut être fait par exemple sous un livret destiné aux familles ou une orientation vers des sites de référence nationaux. Ensuite, les communes de plus de 3500 habitants vont devoir planifier le développement de l'offre, c'est-à-dire par exemple identifier des zones prioritaires à couvrir, des modalités d'accueil à favoriser, par exemple pour l'amplitude d'horaire en fonction par exemple des secteurs d'emploi qui se trouvent autour de votre commune. Il va y avoir également de soutenir la qualité des modes d'accueil, c'est-à-dire de mettre à disposition la charte nationale d'accueil du jeune enfant, de voir s'il peut y avoir donc, des partenariats locaux avec le secteur de la petite enfance, par exemple les acteurs de la culture, etc. C'est vrai que c'est assez... il y a une certaine liberté qui est donnée aussi aux communes pour aussi travailler à la qualité des modes d'accueil qui sont présents. Il peut y avoir également un plan d'action de transition vers l'école maternelle, qui peut être intéressant aussi pour aider les parents à s'y projeter. Enfin, les communes de plus de 10 000 habitants, elles vont devoir établir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre en mode de garde. Donc, c'est-à-dire, celui-ci va prévoir donc, des modalités de développement quantitatif, mais aussi qualitatif des services et équipements. Il va prévoir, par exemple, les calendriers, les coûts. Et ils vont également devoir disposer d'un relais petite enfance, donc ils vont venir en soutien à la mission de la qualité, qui va être aussi un lieu aussi d'information et autant pour les professionnels que pour les parents. Alors, par rapport à ça, il y a 2 décrets qui sont sortis. Il y en a un effectivement sur le développement de l'offre d'accueil et sur le schéma pluriannuel. Alors la date m'échappe, je l'avoue. Par contre, il y a un 2e décret qui est sorti également sur le rôle de l'autorité organisatrice qui est sorti le 1er avril, qui est le décret relatif aux créations, aux extensions, aux transformations, aux modifications et aux cessions des structures d'accueil du jeune enfant. Donc là, il est actuellement en cours d'étude par les services du département. On n'hésitera pas effectivement à revenir vers les gestionnaires, à la fois les intercommunalités, les gestionnaires publics et les gestionnaires privés pour expliquer effectivement les modalités de cette mise en œuvre. Bon, je vais bien prendre la parole. Donc là, on vous a fait une diaporama sur les différentes modes d'accueil possibles concernant la petite enfance. Donc l'idée, c'est les relais petite enfance. C'est donc, on en a 32 dans le département, principalement sur des comités de communes, sauf que quelques exceptions qui sont encore sur des communes. L'avantage d'un relais petite enfance sur une intercommunalité, c'est qu'il sert à toutes les familles de la collectivité, en fait, de l'intercommunalité, toutes les familles et aussi toutes les assistantes maternelles, puisque c'est surtout un lieu
pour que les assistantes maternelles puissent venir dans ce lieu pour l'éveil des enfants, échanger entre elles, rompre l'isolement, etc. Ces relais petite enfance pourront être utilisés, enfin, normalement le sont déjà d'ailleurs, pour observer justement la petite enfance sur le territoire, c'est-à-dire le nombre de naissances. Là, on parlait de l'école maternelle, la préscolarisation qui peut avoir un impact aussi sur l'accueil des enfants en crèche, par exemple. Voilà, donc ces relais petits enfants sont utilisés normalement pour observer justement tous les modes de garde sur le terrain, pour être un relais aussi pour les familles. Une famille, elle a un premier enfant, elle peut aller au relais petit enfance de son télécom, demander ce qu'il est possible d'avoir comme mode de garde sur son territoire. Ensuite, nous avons les crèches. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des petites, des grandes, des moyennes. On a des crèches, voilà, des crèches publiques. Donc là, dans notre jargon à nous, c'est les crèches à prestation de service unique. Voilà, on va schématiser, on va dire des crèches publiques. Et on a également des micro-crèches. Donc là, les micro-crèches, c'est des structures avec place maximum. J'insiste bien sur 12 places et pas plus. Qui là sont plus à mode privé, donc la prestation d'accueil du jeune enfant, des modes page. L'accueil collectif, au niveau du taux de couverture, nous sommes à 44,10% au niveau du national, on est à 36,40 dans la Somme. Je regarde mon collègue. Je me permets d'apporter quelques précisions. Les collègues de la CAF vont après réaffiner, mais actuellement sur le département, nous avons 122 structures d'accueil du jeune enfant. Alors quand je dis accueil du jeune enfant, je parle bien de crèches collectives, jardins d'enfants, puisque dans les établissements d'accueil, il y a plusieurs catégories. Donc on a les crèches collectives qui comprennent effectivement, par exemple, les petites crèches et micro-crèches. On a les jardins d'enfants et les crèches familiales. On en a 72 qui sont publiques, voilà, que ce soit des crèches ou des micro-crèches, et le reste, c'est en gestion privée. En gros, on a 60% de crèches à gestion PSU, prestation de service unique, donc pour lesquelles, en fait, la CAF mentionne directement ce type d'accueil, et puis 40% notamment d'établissements de micro-crèches à gestion page CMG, dans lesquels, on va dire, les familles abondent financièrement parlant. Voilà. Et puis, ce qui est à signaler, c'est qu'au niveau de la Somme, vous l'avez dans la slide, effectivement, quand on parle de toute couverture liée à l'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire sur un territoire donné, comment sont pourvus les besoins en accueil du jeune enfant, c'est-à-dire à travers tout ce qui est mode de garde, mode d'accueil, collectif, notamment à travers tout ce qui touche aux crèches, mais aussi aux écoles maternelles à travers tout ce qui est préscolarisation, et puis les modes d'accueil individuels, notamment du fait des assistants maternels. Ce taux de couverture est de 64-65%, plus précisément de 64,90%, ce qui sous-entend que 64-65% des enfants moins de 3 ans sur le département de la Somme ont potentiellement en face à un mode de garde, un mode d'accueil, qu'il soit individuel ou collectif, contre, en comparaison, 60,30%, 60% sur la France en général. Voilà. Et puis, effectivement, on voit à travers la distinction entre l'accueil collectif et l'accueil individuel, le poids quand même assez conséquent, assez important sur le département de la Somme de l'accueil individuel. Donc voilà. Et puis juste un petit aparté par rapport effectivement aux relais petite enfance, qui sont des lieux d'information, d'accompagnement des familles et donc des professionnels de l'accueil individuel. Là, effectivement, ce sont des structures incontournables quand on parle des compétences qui ont été présentées en amont sur tout ce qui est recensement des besoins, l'identification de l'offre petite enfance. Donc ça renvoie à la compétence numéro 1 qui a été présentée. Et puis surtout, c'est sur la compétence numéro 2, ce qui touche à l'information, l'accompagnement des familles sur les modes d'accueil, les aides financières, etc.
Et puis la dernière, la petite dernière, la quatrième, qui touche au soutien de la qualité des modes d'accueil. Comment les collectivités agissent-elles? Alors, en tant que pilote de la politique locale, effectivement, via tout ce qui touche aux conventions territoriales globales, c'est vrai qu'à travers le département de la Somme, on a diverses conventions territoriales globales qui ont été signées à l'échelle des intercommunalités. Hein. Donc, pour rappel, tout ce qui est convention territoriale globale, c'est en fait des projets de territoire qui sont mis en œuvre à travers les champs d'intervention qui impactent plus particulièrement la caisse d'allocation familiale, la CAF, que sont la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'animation de la vie sociale, notamment à travers tout ce qui est centres sociaux, espaces de vie sociale, la parentalité, etc. Et puis dans lesquels on peut retrouver des objectifs et des plans d'action qui sont donnés, alors on va dire sur une durée qui peut aller au maximum sur 5 années. Voilà. Donc là, c'est effectivement des réels leviers et puis ça impulse, on va dire, tout ce qui est politique, notamment sur notre sujet du jour lié à la petite enfance. Voilà. Et d'ailleurs, depuis 2024, on a intégré une fiche action sur le développement du service public de la petite enfance. J'ajoute quand même, les CTG, elles sont soit signées avec la CAF, soit signées aussi avec la MSA quand un territoire grandit en milieu rural, mais on le verra, on l'abordera tout à l'heure. Voilà. Ensuite, en tant que gestionnaire des établissements, que ce soit crèche, notamment PSU, prestation de services uniques, nos relais petite enfance, cofinanceurs des établissements, bien sûr crèche, RPE, les MAM qui tendent quand même à se développer. Donc, pour rappel, maison d'assistante maternelle, en fait, c'est un regroupement d'assistantes maternelles au sein d'un même lieu. Voilà, donc aujourd'hui, on est à 17 maisons d'assistantes maternelles sur le département de la Somme. Pas mal de projets dans les tuyaux, d'ailleurs. Après, sur tout ce qui est soutien de la qualité des modes d'accueil, donc là, ça rejoint la compétence numéro 4 à travers toutes les structures petite enfance qu'on a vues, plus les professionnels de l'accueil individuel qui interviennent. Et donc tout cela via touche au relais petite enfance. Et puis après, c'est tout ce qui est tout simplement orientation des parents vers les structures qu'on a évoquées. Donc là, ça vient notamment les relais petite enfance, le site monenfant.fr qui peut être aussi relais d'information quand on parle de recensement des besoins, l'offre petite enfance, voire parentalité, tout ce qui touche au lieu accueil enfants-parents, tout ce qui est dispositif lié à l'accompagnement scolaire. On peut les retrouver sur ce site monenfant.fr également. Après, effectivement, le département, en première information, aussi intervient lors des visites postnatales. Donc, dans le cadre des naissances, les puéricultrices de secteur également, effectivement, orientent les parents soit vers le RAM de la collectivité ou les informent, enfin, le RPE, pardon, excusez-moi, le relais petit enfant. Ex-RAM. Pardon, de la collectivité, où effectivement les orientent également vers les structures ou les assistantes maternelles, les assistants ou vers le site également. Là, on vous a fait un petit état des lieux pour notre territoire, ce qui nous intéresse quand même, savoir où nous en sommes. Tout à fait. Bon, c'est pas un scoop, on va dire, par rapport au nombre d'enfants moins de 3 ans. C'est vrai que on enregistre quand même une baisse assez marquée, là, en tout cas sur l'année 2023 comparativement aux dernières années. Et donc, par rapport à 2019, on est sur une baisse de moins 7% par rapport à ce nombre-là. Nombre de places d'accueil en 2022, donc à travers tout ce qui est crèche, PSU, mais aussi micro-crèche à gestion de page, école maternelle via tout ce qui est préscolarisation avant les 3 ans,
Et puis, nos assistantes maternelles, donc aujourd'hui, on est sur un volume d'un peu plus de 10 000 places sur le département de la Somme. Et là, effectivement, on enregistre là également une baisse de à peu près moins 10% depuis 2019. On l'a vu précédemment. Ma caméra est fermée. Ah, on vous entend, je ne sais pas. Attention à vos micros. On l'a vu précédemment, donc le taux de couverture accueil du jeune enfant sur le département de la Somme est relativement bon, par rapport notamment au niveau national, mais attention, puisque depuis notamment 2019, on enregistre lui aussi une baisse. Et on va le voir, c'est notamment dû à la baisse du nombre d'assistantes maternelles sur le département, mais aussi plus globalement au niveau national, puisque depuis 2019, on est quand même sur une baisse de moins 20 à moins 25% du nombre d'assistantes maternelles, en tout cas actives, sur le département. Et il faut souligner que sur les 2000, on va dire, quelques assistantes maternelles en activité fin 2023 sur le département, un tiers ont 55 ans et plus. Donc, on voit également le vieillissement assez prononcé de nos assistantes maternelles, du métier, d'où l'utilité, on va dire, d'avoir un relais petite enfance qui puisse travailler sur la promotion, on va dire, renforcée du métier d'assistante maternelle, mais plus globalement de tout ce qui touche à l'accueil du jeune enfant. Alors, il y a certains territoires qui travaillent déjà sur cette question depuis quelques années, notamment avec France Travail, pour essayer justement de promouvoir auprès des demandeurs d'emploi une orientation vers cette profession. D'ailleurs, effectivement, la CAF, France Travail et le Conseil départemental de la Somme travaillent justement en partenariat afin de promouvoir le métier d'assistante maternelle. Il y avait une campagne de communication. Une campagne commune CAF département qui avait été réalisée justement pour promouvoir ce métier. Et donc, en corrélation avec la baisse du nombre d'enfants moins de 3 ans, etc., effectivement, on enregistre également une baisse du nombre de naissances sur la Somme. Bon, on est sur un volume d'un peu plus de 5000 naissances, en tout cas en 2023. Mais effectivement, on enregistre une baisse là assez significative par rapport à 2019. Qui est national. Qui est national, de toute façon. Voilà. Un rapide panorama sur le département par rapport à tout ce qui est nombre de places en crèche à gestion PSU. Aujourd'hui, on est un peu plus de 2000 places, 2054 places en crèche PSU. Donc, au niveau du département, à l'aube 2027, on s'est fixé un certain objectif qui est d'avoisiner, on va dire, les 2200 places. Bon, après, on compte justement sur les élus, et puis par rapport justement aux études de besoins qui seront faites en face pour voir s'il y a lieu justement de créer davantage de places PSU sur les territoires pour répondre à de potentiels besoins liés à l'accueil du jeune enfant. Un petit aparté aussi sur les accueils à vocation d'insertion professionnelle. Voilà, très rapide, puisque le service public petite enfance, c'est vraiment une ouverture à toutes les familles et une ouverture accessible financièrement. Et aussi, quelle que soit la situation des familles, que ce soit des familles en situation d'emploi, mais aussi des familles en recherche d'emploi. Donc, depuis quelques années sur le département, on développe des places dans les crèches, des places à vocation d'insertion professionnelle. Donc, c'est pour les familles en recherche d'emploi, plutôt dans une démarche, au départ, c'était ça, plutôt une démarche des familles très éloignées de l'emploi, avec plusieurs freins, dont un frein à la garde d'enfants. Et donc, on a quelques crèches, on a 21 crèches pour le moment dans le département qui se sont engagées à accueillir ces familles. Alors, ce n'est pas uniquement ces familles, mais entre autres, avec un accompagnement particulier pour quelques familles. Et on a aussi développé un autre dispositif en parallèle chez les assistantes maternelles. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais là, c'est Agena on a délégué cette mission à Agena. Et à ce jour, on a 52 assistantes maternelles qui sont réparties sur tout le département aussi.
principalement quand même, on le voit quand même à Amiens, mais qui accueillent de ce fait des familles qui étaient éloignées de l'emploi. C'est des choses qui fonctionnent assez bien. On a un taux de retour à l'emploi ou à la formation assez positif, puisqu'on avait 70% il y a peu. L'an dernier, voilà. Donc là, on promeut toujours cette démarche auprès des structures, hein, ça ne leur coûte rien. En plus, accessoirement, ça peut amener aussi optimiser un peu les places d'accueil pour les structures, hein, puisqu'on voit qu'il y a une baisse d'enfants. Donc parfois, il y a des structures qui ont un petit peu plus de mal à avoir des enfants. Donc ça peut permettre d'avoir plus d'accueil aussi. Un petit parallèle, oui, effectivement, dans le cadre du dispositif à vocation d'insertion professionnelle, et ma collègue de l'ADEX me posait la question, oui, c'est un travail qui est fait par France Travail. Donc, il y a une orientation France Travail, il y a un partenariat, bien sûr, CAF aussi, puisque CAF, MSA, TD, CAF, MSA et plus le conseil départemental. Donc, il y a vraiment un travail de réseau pour orienter effectivement les familles en insertion professionnelle vers ce type d'accueil afin de promouvoir à la fois la reprise d'un emploi ou d'une formation professionnelle. Ou simplement aussi, dans le cadre de situations très fragilisées, effectivement, une sociabilisation de l'enfant. Juste à souligner en aparté, on a quand même de la chance dans notre département, c'est de pouvoir vraiment travailler conjointement tous ensemble, ce qui fait vraiment avancer quand même les projets. Et même pour vous sur les territoires, de ce fait, nous, on peut mobiliser des moyens financiers, bon, on verra plus tard, mais c'est quand même une plus-value. En fait, on le voit, nous, avec d'autres cas sur d'autres départements où ça travaille peut-être un peu moins bien, et du coup, ça avance moins vite sur certains projets. Ouais. On s'en le verra dans le cadre du protocole tout à l'heure. Oui. Donc, juste un petit parallèle sur les relais petite enfance, que ça est dans le cadre du service public petite enfance et notamment à travers notre convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 qui a été signée entre la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, et l'État. Il y a certains objectifs qui ont été donnés, et puis la loi plein emploi, il y a certains objectifs qui ont été donnés par rapport aux relais petite enfance et notamment les collectivités. Essayer d'avoir au moins un relais petite enfance sur les communes de plus de 10 000 habitants. Bon, sur le département de la Somme, ça va aller assez vite puisque à travers les communes de plus de 10 000 habitants, on en a deux qui sont Amiens et Abbeville. Une qui en est proche, c'est Albert. Et de toute façon, Albert est couverte par un relais petite enfance et puis bien entendu Amiens et Abbeville également. Donc ça, on va dire objectif atteint. Là où il y a une marge de manœuvre, effectivement, c'est par rapport à ce qui est animateur, animatrice, relais petite enfance, comparativement au nombre d'assistantes maternelles actives qui peut y avoir sur les territoires donnés, puisqu'aujourd'hui, en termes d'indicateurs, on est sur un équivalent temps plein animateur, animatrice, relais petite enfance pour 74 assistantes maternelles actives. L'objectif qui nous a été donné, en tout cas à l'aube 2027, c'est d'avoir un équivalent temps plein relais petite enfance pour 56 assistantes maternelles actives. Bon, après, voilà, on sait qu'il y a une marge de manœuvre là-dessus et ça s'explique également, comme le disait Isabelle en amont, c'est le fait que sur certains territoires, on retrouve des relais petite enfance encore communaux, notamment sur Albert, Péronne. Et puis peut-être voir sur certains autres, mais ça on le verra par rapport à la cartographie qu'on vous a mis par la suite, de développer certains équivalents temps plein sur certains territoires qui sont quand même bien couverts en termes de nombre d'assistantes maternelles actives. Voilà, justement, là, c'est plus le volet cartographie. Donc là, c'était pour vous donner un panorama, on va dire, des structures petite enfance qui existent aujourd'hui sur le département, à travers tout ce qui est crèche à gestion PSU. Donc, pour rappel, à peu près 60% des établissements. Et puis, ce qu'on voit, une évolution grandissante, c'est des micro-crèches à gestion PAGE, à gestion CMG, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près sur un volume de 40%
donc 49 microcrèches gestion de page, les MAM également qui se développent pas mal. Donc là, vous aurez tout le loisir de bien tout regarder à tête reposée quand vous aurez les diaporamas. On voit quand même qu'il y a encore certains territoires où tout n'est pas, Oui. tout n'est pas totalement couvert. Donc on voit que le centre, et c'est bien fourni au centre, et qu'il y a effectivement certaines marges de manœuvre sur d'autres territoires. Où certains territoires sont couverts, mais principalement, j'ai envie de dire, avec des micro-crèches pages. Donc pour l'accessibilité des familles, c'est peut-être plus compliqué sur ces territoires-là. Oui. C'est vrai que sur les micro-crèches à gestion de page, la tarification est davantage libre. D'ailleurs, ça peut aller jusqu'à un tarif horaire de 10 €. Hein, par heure de l'heure, bien entendu. Et les études montrent, en tout cas, sur tout ce qui reste à charge, que ce soit au niveau des micro-crèches pages, EHJE, établissement d'accueil de jeunes enfants à gestion PSU, assistante maternelle, etc., que le reste à charge est beaucoup plus conséquent quand on a recours à ce type de micro-crèche à gestion page. Là, une cartographie sur les relais petite enfance, les structures incontournables liées en tout cas au déploiement du service public petite enfance. Et on voit à travers cette carte qu'il y a certaines encore zones blanches, notamment, comme on le disait, sur des coms de com où la compétence relais petite enfance est restée dévolue aux communes. C'est le cas du Pays du Coquelicot avec un relais petite enfance à Albert, et puis de la Haute-Somme avec un relais petite enfance à Péronne. Voilà. Et puis on sait que sur Amiens Métropole, au sortir de la ville d'Amiens et puis de Longo-Camon, qui se sont constitués en CIVU pour, on va dire, organiser et gérer un relais petite enfance. Il y a aussi matière, je pense, à faire sur d'autres communes Amiens Métropole. Et puis voilà, comme on le voit également, c'est sur certains territoires, notamment, vous voyez, sur le Grand Roi, où on a un relais petite enfance pour 99 assistantes maternelles. À voir, voilà, si demain, il pourrait y avoir une carte à jouer, on va dire, sur un développement de TP sur ce territoire, voire d'autres. Et puis là, voilà, c'est une carte assez intéressante par rapport à l'indicateur de base que constitue le taux de couverture lié à l'accueil du jeune enfant. On voit très clairement, par exemple, en première position, c'est vrai qu'on retrouve la com de com Nièvre-et-Somme avec un taux de 79%, mais on le voit sur l'est de la Somme où on retrouve des territoires dits plus prioritaires sur tout ce qui accueille du jeune enfant, que sont le Pays du Coquelicot, Terre de Picardie, Grand Roi et Est de la Somme, avec des taux inférieurs à 55%. Voilà. Donc on sait que... Voilà, concrètement, c'est notre cible pour si on doit développer plutôt sur ce territoire. Que des PSU. PSU de préférence. Tout à fait. Notamment au regard des allocataires des familles, en fait. Les leviers d'accompagnement, là c'est le protocole, peut-être que tu peux mettre la main. Justement, on va rappeler, voilà. Alors effectivement, depuis plusieurs années, puisque ça a commencé avant 2010. Avant 2010. En fait, au moment où les dispositifs, les expérimentations des premières microcrèches sont apparues, le conseil départemental, la CAF et le conseil départemental, la MSA, maintenant l'ADES, l'État aussi ont ratifié un accord, donc un protocole, justement pour accompagner et informer les porteurs de projets de la petite enfance, et puis faciliter effectivement la mise en œuvre de ces projets et surtout la qualité de ces projets. Donc l'objectif est de favoriser le développement du service dans les territoires prioritaires. Donc effectivement, avec mon collègue Monsieur Lamy de la CAF, on pousse un peu les porteurs de projets ou parfois les échanges avec les élus à développer effectivement en ce moment sur l'est du département.
qui fait partie des territoires qui font partie des territoires prioritaires. Donc aussi, l'objectif est de fournir une qualité de service rendue à tous les bénéficiaires, c'est-à-dire toute catégorie de population, et puis avoir aussi porté des valeurs communes au sein du département en termes de qualité d'accueil. Voilà, développer aussi la concertation entre les différents partenaires. Donc, on se tient à disposition à la fois des porteurs de projets privés lucratifs, mais aussi et principalement auprès des collectivités. Donc là, on pousse sur aussi un accompagnement en ingénierie. Donc, pour la partie caisse d'allocation familiale sur l'étude de besoins, avec pareil sur la MSA. Dans le cadre du programme Grandir en milieu rural. Grandir en milieu rural, voilà, je ne vais pas chercher le nom du programme. L'étude de besoin qui est l'étape, on va dire, préalable primordiale pour tout projet. Hein, je me permets de le répéter parce que c'est vrai qu'on voit souvent des porteurs de projets qui arrivent. En fait, voilà, j'ai un local, je souhaiterais du coup mon projet par rapport à ça. Alors, si je peux me permettre, effectivement, on a souvent ça, c'est la charrue avant les bœufs. Donc, sachant qu'il faut un projet ne se réfléchit pas en termes de bâtiment. Un projet se réfléchit en termes d'études de besoins et de besoins de la population. Voilà. Donc, et ça, c'est là où on oriente vraiment les porteurs de projet. Alors, je me permets juste une aparté dans le cadre du SPPE, justement, puisque depuis le 1er avril et depuis même le 1er janvier de cette année, les choses ont un peu changé. Avant d'arriver à l'étude de besoins au niveau de la CAF et du département, au cadre du protocole, maintenant, en tant qu'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, que ce soit la commune ou le PCI qui en a la compétence, va devoir statuer effectivement de rendre un avis favorable ou défavorable sur l'installation d'une structure au sein de son territoire ou de sa commune. Donc, alors avant effectivement le département solliciter un avis préalable auprès du maire ou du président du PCI, maintenant cet avis doit être rendu en assemblée délibérante. Donc, sur certaines bases, alors pour l'instant, on attend un CERFA qui doit prochainement paraître, mais il n'est pas encore sorti. Donc, on se base encore pour l'instant sur les anciennes procédures du Code de la santé publique. Mais clairement, il y aura plusieurs questions que le conseil municipal et le conseil communautaire devra se poser, notamment la zone d'implantation, si elle comprend ou non une offre suffisante, est-ce que c'est une zone prioritaire, si la zone choisie pour l'implantation répond ou non à des critères d'accessibilité géographique, si l'installation, un nouvel établissement, effectivement, ne va pas déstabiliser l'offre en place, puisque, effectivement, si des crèches privées lucratives s'installent alors qu'on a déjà du service public, est-ce que le service public ne va pas être déstabilisé? Ça, c'est une question à se poser. Si les grilles tarifaires répondent effectivement ou non aux critères d'accessibilité financière de la population du territoire, et si les horaires d'ouverture et puis les amplitudes répondent ou non à des besoins prioritaires au regard des équipements ou des entreprises qui sont en place sur le territoire. Effectivement, si le projet d'établissement répond à des valeurs qui sont portées par la collectivité. Donc, alors, pour l'instant, il faut se baser et se poser ces questions-là. Donc, la CAF et le département se tiennent à disposition, effectivement, des collectivités qui vont être prochainement confrontées à ce type de demande. Et je sais que nous savons que ça va bientôt arriver. Donc, cet avis est pris sous forme d'une délibération. Il ne peut pas être rendu sur un motif discriminatoire, donc que ce soit privé ou public. Et effectivement, vu que c'est un acte qui est pris par une assemblée, il doit passer forcément contre les députés au niveau de la préfecture. Voilà. Mais en tout cas, la CAF et les services du département se tiennent à disposition pour y répondre. Alors, bien sûr, dans le cadre de ce protocole, on a aussi constitué un cadre commun et un référentiel commun, en tout cas, alors à la fois pour l'étude, mais également après, parce qu'il y a toute la phase d'ouverture, mais pour le suivi et contrôle des structures d'accueil. Je pense que tout le monde a vu les dernières actualités juridiques au niveau de la petite enfance. Vous avez beaucoup entendu parler ces 2 dernières années sur les livres qui sont sortis. Et effectivement, sur une grosse enquête que l'inspection générale des affaires sociales ont menée. Et donc, on est vraiment dans quelque chose de qualitatif. Et c'est vrai qu'au niveau de la CAF et du département et de l'État, nous avons mis les moyens, effectivement, pour pouvoir assurer un suivi et un contrôle coordonné des structures au niveau du département. Ce plan de contrôle a démarré dès 2024 et va continuer à se poursuivre, donc, afin d'assurer la qualité de l'accueil. Donc, vous êtes aussi, en tant qu'autorité organisatrice de l'accueil des jeunes enfants, aussi, vous pouvez nous solliciter afin d'échanger sur les difficultés que vous pourriez rencontrer à la fois au sein de vos structures,
mais aussi sur des structures qui sont implantées sur le territoire. Vous êtes aussi les premiers relais de la formation, donc n'hésitez pas aussi à nous faire part en cas de dysfonctionnement constaté. Bien sûr, il y a aussi une grosse partie, donc partager les données chiffrées qui sont nécessaires à l'évaluation de nos actions. Hein, et ces données chiffrées vont remonter dans le cadre notamment du schéma départemental du service aux familles. Et puis bien sûr, j'ai déjà avancé un petit peu le dernier point, donc collaborer, participer au schéma départemental des services aux familles et au comité départemental du service aux familles. Aussi, qui va être aussi un levier pour vous en tant qu'élu, en tant que collectivité, dans le cadre de ce schéma, de ces services publics de la petite enfance, puisque vous pouvez aussi avoir des données via le schéma départemental. Il y a des petites choses à rajouter, je regarde de côté. Non, je ne pense pas, mais Madame Alexandre, vous avez levé la main, peut-être vous vouliez poser une question. Oui, Madame Petit, oui, j'ai justement une question par rapport aux avis à demander aux assemblées délibérantes. Bon, moi, c'est ciblé, j'ai un porteur de projet sur le territoire pour une microcrèche à Saint-Riquier. Elle m'a donc interrogée, elle est inquiète. Est-ce que ça concerne les microcrèches qui sont déjà en cours de construction? Oui, Madame Alexandre, tout à fait. Effectivement, puisqu'on a eu effectivement des consignes où toutes les communes, enfin tous les porteurs de projets qui sont en cours et qui n'ont pas encore eu d'autorisation du président du conseil départemental au 1er janvier 2025 doivent effectivement solliciter cet avis. Donc, au niveau du de la présidente du conseil départemental et également au niveau de l'EPCI. Alors, l'EPCI doit rendre son avis sur l'implantation. En fait, maintenant, dans le parcours, ça va être le porteur de projet sollicite l'EPCI. Donc, Oui. l'EPCI rend son avis, qu'il soit favorable ou défavorable. Si l'avis est favorable, le porteur de projet continue son parcours, effectivement, rentrera dans le cadre du protocole. Donc là, je pense que avec mon collègue Monsieur Lamy, on sait de quel projet vous parlez, puisqu'on a rencontré la porteuse de projet, on est déjà en accompagnement. Mais Oui, effectivement, oui. c'est malheureusement, depuis le 1er janvier, une pièce obligatoire afin que nous puissions constituer le dossier et valider le dossier, la complétude du dossier, et aussi rédiger l'arrêté d'autorisation. Oui, elle est inquiète parce que imaginez que elle a investi beaucoup d'argent et que ce soit refusé. Je pense pas, de toute façon, tout de même. Est-ce que je peux la rassurer je pense que vous l'avez aussi rassurée dans ce sens. Oui, effectivement, j'ai rassuré cette dame dans ce sens que dès début février, elle m'a contacté. C'est vrai qu'on l'a rassurée en ce sens-là. Oui, bon. Sachant qu'au niveau de votre communauté de communes, pour le Saint-Riquier, on est quand même sur un secteur où il y a des besoins. Oui, voilà. Oui. Voilà. Très bien, je vous remercie pour cette réponse. Alors, les leviers, là, on va passer assez rapidement. On ne va pas vous abreuver de choses. Voilà, il faut savoir que, là, je parle dans le type de la CAF, on peut vous accompagner, que ce soit au niveau technique via les conseillers techniques de vos territoires, mais il y a aussi, bien sûr, des aides financières, que ce soit sur l'investissement ou sur le fonctionnement des structures. Voilà, je ne vais pas en parler plus, en parler davantage, parce qu'il y a le lien. Grosso modo, si il y a des travaux en vue, des travaux de rénovation en vue par rapport à vos crèches, PSU, tout ce qui touche à tout ce qui est équipement, par exemple matériel éducatif, pédagogique, voilà, vous pouvez tout à fait solliciter la CAF. Et pour le conseil départemental, effectivement, au budget prédictif 2025, le département a maintenu certaines aides à l'investissement, notamment sur le matériel éducatif et pédagogique pour les établissements associatifs et publics, donc à hauteur de 500 € par place créée. Et notamment également sur le fonctionnement, donc il y a une aide de 1 000 € par place AVIP créée. Très bien. Et là, on vous a remis une carte du département avec toutes les conventions territoriales globales, donc qui sont toutes signées à l'échelle EPCI. Donc là,
il y en a déjà en cours de renouvellement. Voilà, c'était à titre indicatif. Voilà. Donc, comme vous a dit M. Lamy, ça peut aller jusqu'à 5 ans, mais on peut faire 4 ans. Tout dépend des priorités. Voilà. Ensuite, vous retrouvez également sur le même sujet les aides pour le développement donc, des territoires ruraux et fragiles. Donc nous, la MSA, on va venir intervenir plutôt sur ces territoires-là. On a également un support qui reprend les aides pour le développement des territoires. Donc vous allez retrouver le dispositif Grandir en milieu rural, mais d'autres également. On a regroupé le tout sur un document. Et puis, le dispositif Grandir en milieu rural, qui est là pour venir développer et mettre en œuvre des projets sur la politique famille. Je répète bien, sur les territoires ruraux, vous avez la carte sur la droite, qui sont les territoires pour lesquels on a donné une priorité. On ne va pas venir intervenir sur l'ensemble du département de la Somme, mais plus sur ces territoires prioritaires ruraux et où on a pu travailler également avec la CAF sur les données et qui, voilà, on s'y retrouve plus ou moins sur les mêmes territoires. Le souhait, c'était aussi de définir, de redéfinir l'accompagnement de la MSA. Hein, c'est depuis 2022 qu'on met en place ce dispositif, mais aussi de ne pas venir superposer aussi les dispositifs. Donc, c'est pour ça qu'on peut Grandir en milieu rural était également, adossé dans le cadrage des CTG. Pas en rajouter. Et donc, on apporte également un soutien financier pour la réalisation d'actions et de projets innovants. Donc, nous, on a 2 volets. Un premier volet qui est sur le volet pilotage, donc qui concerne les collectivités locales, avec du pilotage stratégique, l'ingénierie et de la fonction de coordination avec du cofinancement avec la CAF. Et un volet plus opérationnel avec un appel à projet, où là, on est sur les territoires Grandir en milieu rural prioritaires et voilà, on se retrouve sur les mêmes dispositifs où on peut répondre à l'appel à projet sur du fonctionnement, d'investissement, gros œuvres. Cet appel à projet, il est annuel. Les ans, on communique dessus. Voilà. Si je peux vous permettre, si effectivement, en tant qu'élu, en tant que collectivité, vous avez un projet, n'hésitez pas bien en amont à contacter les services de la CAF et les services du département, donc la PMI, afin qu'on puisse vous accompagner à la fois sur l'étude de besoins, comme on l'a précisé tout à l'heure, et à la fois tout au long de votre projet. Donc, à la fois sur l'aspect bâtimentaire, où il y a une réglementation quand même qui est assez stricte et draconienne, à la fois également sur les compositions des équipes, les calculs des ETP, également sur l'accompagnement au projet d'établissement et au règlement de fonctionnement. Donc voilà, on est vraiment des spécialistes dans ces domaines-là et n'hésitez pas, avant de vous engager ou avant de prendre des décisions, à nous consulter. On est là pour vous accompagner. Donc là, la foire aux questions, mais qui avait été envoyée, si je ne me trompe pas, par mail. Déjà, il y a une foire, une FAQ qui avait été envoyée, c'est ça, qui vous avait été envoyée, donc vous aviez pu en prendre connaissance. Si l'information vous aviez échappé, voilà, vous pouvez aller sur ce lien, c'est assez intéressant parce que c'est un peu le recensement de toutes les questions que vous pourriez vous poser. Après, il peut y en avoir d'autres, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. C'est vrai qu'elle est plutôt assez bien fichue, hein, parce qu'elle reprend de manière assez explicite qu'est-ce qu'on retrouve à travers les 4 compétences, hein, notamment sur tout ce qui touche le recensement des besoins, à la fois sur le côté quantitatif, qualitatif, etc. Et puis après, vous verrez, il y a un jeu, justement, questions-réponses, sur vraiment du côté concret, côté pratique des choses. Il faut souligner quand on parle de convention territoriale globale, qu'on avait justement fait un point avec les chargés de coopération CTG, notamment sur tout ce qui est partie petite enfance, en réseau justement des chargés de coopération courant 2024. Voilà.
Donc, pour rappel, les chargés de coopération sont les véritables, on va dire, chefs d'orchestre des conventions territoriales globales. C'est eux, on va dire, qui animent ces CTG sur les territoires. Et j'en profite également pour vous dire que dans cette FAQ, il y a aussi des questions relatives aux modifications de statut. Si jamais il y a en fait, ces 4 compétences sont flécables, c'est-à-dire que la commune peut en exercer certaines et en transférer d'autres à l'EPCI, à voir en fonction de l'existant déjà. Tout le monde n'a pas forcément, enfin les EPCI ont parfois quelques compétences bien précises dans leur statut sur le champ de la petite enfance. En tout cas, il y a toutes ces questions-là qui sont abordées également dans les FAQ. Donc, si jamais il en reste, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je ferai le lien avec le service de la préfecture. Sinon, normalement, vous pouvez parler juste à pour ces questions-là. Mais voilà, n'hésitez pas à passer par moi. Et puis, ça va avoir des réponses très ciblées en fonction de vos compétences et celles qui sont déjà transférées au sein de vos EPC. N'hésitez pas également à revenir vers les services du département pour les collectivités qui auraient effectivement à prendre ou à rendre un avis dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour qu'on vous explique un petit peu, en attendant que effectivement les CERFA sortent et que les arrêtés d'application définitifs sortent, et pour vous expliquer la procédure transitoire sur le rendu de l'avis comité arbitratif de la disposition. Et puis là, sous les yeux, vous avez des exemples types justement de questions que l'on peut retrouver dans cette foire aux questions avec des réponses qui ont été apportées en face. Voilà, exemple, faut-il que les 4 compétences de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant telles que détaillées dans la loi se retrouvent explicitement dans les statuts? Bon, vous verrez, hein, il y a une réponse qui a été apportée. En gros, c'est noté qu'aucune disposition légale n'impose à l'EPCI ou au syndicat mixte de détailler dans ses statuts le contenu de ses compétences. Il est toutefois important, en termes de sécurité juridique et de lisibilité, que les compétences soient le plus explicites possible au regard des termes de la loi. Vous voyez, c'est l'exemple type de réponse qui peuvent être apportés dans cette FAQ. Mais voilà, après, il y a d'autres éléments à prendre en compte, parce que bon, après, chaque cas peut être particulier. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à nous dire. Non, il y a non, c'était Madame Alexandre. Madame Alexandre, votre main est toujours levée. Vous avez peut-être une autre question? Ou c'était la question de tout à l'heure? Non, je n'ai pas d'autres questions. C'est vrai que je n'ai pas enlevé la main. Je vais. Voilà. Madame Alexandre, qui a un projet MAM, c'est ça, sur les classiques. Oui, tout à fait. Donc là, ça avance. Hein, la consultation est terminée. On est en phase d'étude des offres. Et puis voilà, donc on espère à l'automne. Voilà, effectivement, c'est l'exemple type d'une collectivité qui a pu être accompagnée de la part de la Caisse nationale, Caisse d'allocation familiale par rapport à un projet maison d'assistante maternelle, puisque m'arrêter, si je me trompe, Madame Alexandre, c'est la commune d'Étrelles-les-Crécy qui a fait le choix de porter, on va dire, les travaux, l'investissement de ce projet MAM. Oui, tout à fait. En fait, nous avions, suite à la sectorisation, on a un grand bâtiment, l'ancienne école. Donc là, nous avons fait le choix de porter en investissement ce projet. Et donc, c'est deux personnes en association, qui ont créé une association qui vont intégrer les locaux. Donc, tout est géré, l'investissement est géré par la collectivité, par la commune. Donc, voilà, avec de nombreuses aides, département, la CAF, surtout un grand accompagnement de la part de la CAF, la MSA, la région,
la FDE, enfin voilà, on a un financement très, très complet. Et je pense qu'elles sont aussi également accompagnées sur le volet plus technique par le conseil départemental. Ah oui, ça, en ce qui concerne les porteurs, en ce qui concerne les porteurs de projets, oui, 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 oui. Ouais. Elles avancent, me disent-elles, elles avancent bien. Donc normalement, c'est vrai que l'idée aurait été d'ouvrir pour septembre, mais bon, de toute façon, après, nous, les travaux auront peut-être un peu de mal à se terminer pour septembre. Après, bon, ben, il y a les commissions sécurité. Enfin voilà, le conseil départemental va devoir venir aussi vérifier. Donc, bon, d'ici la fin de l'année, au quatrième trimestre, ça devrait pouvoir se faire. Et comme vous l'avez justement souligné, vous avez parlé de commission de sécurité, puisqu'une maison d'assistante maternelle est un établissement recevant. Oui, Enfin, oui, oui. Bon, ça, c'est, voilà, bon, de toute façon, ça, nous l'avons eu déjà maintenant. Après, c'est le service du service du conseil départemental qui va venir vérifier si tout est conforme. Mais bon, on respecte, de toute façon, on va respecter les demandes. Très bien, merci. Oui. Est-ce que ça vous semble plus clair, cette présentation? Monsieur, vous avez une question? Donc, tout à fait, oui, merci pour la présentation, c'est beaucoup plus clair. Bon, on va dire en particulier, c'est la commune de Rambure sur lequel il y a un projet de garde de micro-crèche en page. pour une MAM. Une MAM qui ne l'a pas eu parce que finalement les personnes à la fin ils ne sont pas allés par crainte, par peur, etc. Aujourd'hui, il y a un accord au niveau de la communauté de communes. Il n'est pas passé en délibération, bien sûr. Il y a déjà l'accord. Page. Et après, aujourd'hui, j'ai déjà aussi finalement l'organisme derrière. Et une parcours d'y avoir situation, je veux dire, un peu géographique de Rambure, un peu carrefour entre dire le Vimeux, la vallée de la Braise et le sud-ouest. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, le projet aussi mûri aussi par rapport aux besoins. Par rapport à la MAM, on avait déjà 9 enfants finalement, on a dû dire à 9 parents, donc on ne peut pas à la MAM finalement. Aujourd'hui, le projet est bien avancé, mais voilà, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas tout, et j'ai besoin d'aide, on va dire, pour amener ce projet-là. Donc là, ça fait le parallèle au protocole justement petite enfance. Donc là, on attend votre étude de besoin, l'étude de faisabilité, et à ce moment-là, vous serez reçu en protocole où on pourra échanger plus longuement sur le projet. Voilà. Après, un accompagnement, effectivement, gestionnaire, comme je vous le dis, de mon parcours de création. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres interventions, d'autres questions? En Pour les distance? MAM, il y a un minimum, pour les MAM, il y a un minimum d'assistantes maternelles, c'est-à-dire 2, 3, 4. Dorénavant, en fait, une MAM peut être constituée d'une seule assistante maternelle. Après, nous, en fait, au niveau départemental, on a une charte de qualité MAM qui préconise quand même d'avoir au moins 2 personnes, 2 assistantes maternelles au sein d'une maison d'assistantes maternelles. Et puis également d'avoir une professionnelle ou un professionnel avec une expérience antérieure d'au moins 2 ans dans le domaine de la petite enfance, soit par le biais d'une précédente maison d'assistante maternelle, soit ASMAT à domicile ou salarié d'une équipe éducative d'une crèche, par exemple. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir 4 assistants maternels pour faire un projet. Voilà. Comment ça se passe au niveau gestion? Qui gère ce qui est administratif et Ça, c'est leur fonctionnement. Oui, voilà. Sont assistantes maternelles, Est-ce que vous veillez à ça, savoir s'il y a des capacités pour gérer? Alors souvent, effectivement, et là c'est le rôle de mes collègues de l'unité de professionnalisation de l'assistante maternelle et collègues de l'unité assistante maternelle du département,
c'est aussi voir effectivement si le projet tient la route, puisqu'elles sont agréées à la fois individuellement, mais elles sont agréées au titre de la MAM. Et c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte, et on contrôle, et on étudie, et on a des entretiens avec elles, justement, où on voit si elles sont en capacité de travailler ensemble. Déjà, elles doivent construire un projet éducatif commun, et donc des valeurs communes. Et c'est là où parfois on a des projets MAM qui n'aboutissent pas, puisque effectivement les différents partenaires ne s'entendent pas sur le projet éducatif. Alors, attention, projet éducatif commun, mais on reste sur de l'accueil individuel. C'est-à-dire que souvent elles sont constituées en association et elles payent chacune la part, en fait, leur quote-part, en fait, d'électricité de tout ce qui est fonctionnement. Et elles sont payées directement, chaque assistant maternel est payé directement par ses employeurs. Donc en gros, elles partagent un local commun, un établissement au sens en commun, mais elles font de l'accueil individuel. Ça, il ne faut pas oublier. C'est effectivement un moyen pour les assistantes maternelles de mutualiser des moyens, de sortir d'un isolement aussi, et puis aussi de pouvoir bénéficier d'activités en commun. Donc c'est là où c'est un mode de travail de plus en plus intéressant et ça évite les contraintes des parents qui viennent à la maison et ça évite aussi certaines contraintes de type sécurité, puisque la législation évolue, les attentes évoluent. Alors on dit toujours oui, la PMI, ce n'est pas les attentes de la PMI, ce sont les attentes qui sont posées dans le Code de l'action sociale et des familles, donc dans les hautes instances. Et donc effectivement, certaines contraintes font que certaines assistantes maternelles choisissent aussi ce mode d'exercice, puisqu'effectivement, une fois qu'elles partent le soir de la MAM, elles retournent chez elles sans avoir toutes les contraintes sécuritaires. Et celle qui va gérer a plus de travail que les autres. Alors en fait, elles sont toutes gestionnaires en fait, de la structure. C'est leur organisation. C'est une organisation. Voilà, donc souvent, alors pour vous donner quelques exemples par expérience, alors c'est vrai que c'est plus mon domaine d'activité, mais j'ai été longtemps, on a pu se rencontrer avec M. le maire Laurent Bure. Effectivement, souvent, elles établissent des plannings où elles font les courses à tour de rôle, où elles s'occupent de la gestion du linge, du ménage à tour de rôle. Voilà. Et c'est pour ça aussi où nous, au niveau du département, on étudie aussi cette capacité à travailler ensemble. Donc, elles établissent aussi ce qu'on appelle un règlement intérieur où, effectivement, toutes les données sont balayées, c'est-à-dire, par exemple, les congés de maternité, le départ d'une assistante maternelle, de la MAM, les départs en retraite, les arrêts maladie, enfin, où elles se mettent d'accord vraiment sur tout. C'est pour ça que le travail en amont est très important, mais parce qu'il vaut mieux se mettre d'accord et avoir vu les problèmes avant plutôt que pendant. Il y a effectivement l'aspect bâtiment. Alors, c'est vrai que ça fait souvent un peu grincer les dents quand je dis ça au début. Mais alors, clairement, dans un projet, le bâtiment est une grosse charge financière pour la collectivité. Mais à côté de ça, ce qui fait la qualité et puis l'aboutissement d'un projet, c'est avant tout la qualité professionnelle que vous allez avoir. Le bâtiment est une chose, mais je dirais que 90% du projet repose en fait sur les professionnels, sur le projet qui va être écrit et sur le fonctionnement et l'articulation de chacune. Et au niveau horaire, elle fonctionne comme un accueil collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horaire atypique, parce qu'en fait, c'est elles qui choisissent. Elles peuvent faire des horaires atypiques. Elles peuvent aussi faire des horaires atypiques. Tout en respectant bien sûr le code du travail. Ils ne sont pas faire. Voilà. Ça vient de la souplesse. Et de la souplesse. Et effectivement, c'est aussi un mode d'accueil. Voilà, il en faut, je pense, sur un territoire pour toutes les familles. Il y a des familles qui cherchent plus des modes d'accueil collectifs, plus des modes d'accueil individuels, donc maternelle à la maison, et d'autres assistantes maternelles en MAM qui a un mix entre la vie en collectivité et l'accueil individuel. Donc, ça permet de répondre, je dirais, aux besoins de toutes les familles d'un territoire. C'est complémentaire et puis ça peut permettre aussi à certains territoires qui, soit faute de moyens financiers, c'est peut-être plus facile de mettre en place une maison d'assistante maternelle en fait, pour offrir un mode de garde pour leur famille. Oui. Bon, après, ça faut savoir que ça se fait pas du jour au lendemain, hein, donc ça quand même, justement pour reprendre tout ce que vous venez de préciser, hein, qu'il y ait vraiment une motivation, hein,
de la part des assistantes maternelles, de la collectivité, qu'on puisse travailler ensemble, qu'elles puissent surtout, elles, travailler ensemble. Donc, c'est vrai que ça fait, nous, ça fait un peu plus de 2 ans que c'est en cours. C'est vrai qu'au départ, bon, ça leur a paru un petit peu long, mais ça montre aussi leur motivation à tenir dans le temps, à préparer le dossier. Il y a des contraintes, c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour elles. Donc voilà. Après, nous, en collectivité, ben, on est, je dirais, on est habitué à monter des dossiers, mais pour elles, c'était aussi important, enfin, que ce soit des personnes vraiment très, très motivées, quoi. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. L'avenir nous dira. Oui, tout à fait, vous avez raison, il faut des équipes motivées et la phase la plus compliquée, alors je vois un coordonnateur qui est dans la salle d'une collectivité, même quand on est professionnel de la petite enfance, le plus dur, c'est l'écriture d'un projet éducatif. Parce qu'il doit vraiment refléter les valeurs des professionnels, mais également ce que le territoire souhaite apporter à ses administrés, en tout cas aux enfants de son territoire. Et c'est vrai qu'un projet, alors vous avez effectivement des grosses structures qui ont des projets clés en main, je dirais, mais un projet éducatif, il doit vraiment être l'image du territoire et il doit refléter en fait finalement ce qui est ressorti de l'étude de besoin. Donc théoriquement, un projet éducatif qui a été écrit, je ne sais pas, je vais vous dire, allez, à Bray-sur-Somme, ne sera pas le même qu'un projet éducatif à Saint-Riquier, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, suite à cette annonce de la MAM des traits, parce que ça a été mis un petit peu sur les réseaux, et puis bon, nous, en votant de budget à la je suis sollicitée aussi quand même pas mal par des assistantes maternelles. Elles sont aussi sollicitées pour les rejoindre. Donc, de toute façon, leur projet à elles deux, c'est de rester toutes les deux. Donc, elles veulent commencer comme ça. Je pense qu'elles ont raison, pas se disperser dès maintenant. Mais il y a de la demande. C'est vrai qu'il y a de la demande, malgré tout, de ce mode de fonctionnement, de structure. Alors, juste pour précision, je sais que sur le département de l'Oise, le département de l'Oise a beaucoup développé ce type de mode d'accueil depuis plusieurs années. L'Oise, la Seine-Maritime. La Seine-Maritime également. Oui. Sur le département, on a été un peu plus en recul, mais là, ça y est, ça se développe. C'est parti. C'est grâce à votre communication, chez ma département. Après, effectivement, sur un autre mode, alors qu'il y a aussi les crèches familiales, sur un autre mode qui peut être aussi intéressant pour les collectivités. Alors, c'est une gestion un peu plus complexe, mais ça peut être une crèche familiale. Donc, vous avez une direction, vous avez un local pour pouvoir recevoir les assistantes maternelles, vous avez une éducatrice de jeunes enfants qui accompagne sur les projets pédagogiques, mais vous avez des assistantes maternelles qui sont salariées, qui sont chez elles, mais qui peuvent être salariées d'une collectivité. Donc, c'est aussi un autre type de crèche, je dirais, entre guillemets, mais qui demande moins d'investissement en termes de locaux. Oui. Et qui peut être une solution sur des territoires ruraux très étendus. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez parler de nouvelles obligations pour les micro-crèches? Alors, je peux vous brosser rapidement les nouvelles obligations pour les micro-crèches. Alors, le décret est sorti le 1er avril. Je vous avoue je suis encore en cours de relecture et après, je dois faire le point avec la direction des affaires juridiques. Bon, concrètement, elles vont devoir avoir au sein de leurs équipes un équivalent temps plein professionnel dit diplômé. Alors, effectivement, le terme n'est pas joli parce qu'on distingue deux types de professionnels. Donc, les diplômés, c'est-à-dire infirmière puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, psychomotricienne. Je pense, le tour des gens qui sont considérés comme diplômés au sens de la loi. Et ensuite, vous avez les personnes dites non diplômées, mais on va dire certifiées, donc tout ce qui est CAP petite enfance. Donc effectivement, là, c'est une des obligations qu'elles vont avoir, donc d'avoir au moins une professionnelle, donc un équivalent temps plein dans leurs équipes de personnel diplômé. Les choses vont changer également, alors je ne m'avance pas trop quand même, puisque je suis toujours en lecture des textes,
Pour les crèches de plus de 12 berceaux, il y a une obligation d'avoir 2 professionnels pour accueillir les enfants le matin et le soir. Alors, pour les moins de 24 places, c'est sans notion de diplôme. Par contre, là, les micro-crèches vont devoir effectivement, à partir de 3 enfants minimum, si elles ont 3 enfants accueillis, elles pouvaient jusqu'à présent être seules avec les enfants jusqu'à 4. À partir de 4 enfants, elles devaient être 2 professionnels. Sauf que là, elles ne peuvent rester seules avec moins de 4 enfants si elles ne sont pas diplômées, c'est-à-dire auxiliaire puériculture, infirmière, puéricultrice. Donc ça, c'est les petites nouveautés aussi. Au 1er septembre 2026, disparaîtra la notion de référent technique également, au profit d'une direction. Et une direction au sens du Code de la santé publique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait nommer un CAP petite enfance ou une auxiliaire de puériculture en tant que référent technique avec un accompagnement d'une puéricultrice, d'une infirmière ou d'un éducateur jeune enfant à raison de 10 heures par an. Sauf qu'à compter du 1er septembre 2026, on sera vraiment sur une direction avec les diplômes de direction, donc infirmière, médecin, JE ou certains types de professionnels avec des certifications particulières. Donc effectivement, pour les personnes qui seront déjà en poste à cette date et qui auront 3 ans d'expérience professionnelle en tant que référent technique, elles seront maintenues. Mais je dis bien 3 ans d'expérience professionnelle en tant que référent technique plein, c'est-à-dire sans accompagnement. Donc, ça va changer effectivement la donne pour beaucoup de micro-crèches, puisqu'elles vont devoir se mettre effectivement dans les rangs. Alors, à la fois, l'État n'a pas pris cette décision par hasard. Hein. Les rapports de l'IGAS ont montré effectivement des dysfonctionnements. Et donc, on est vraiment sur une recherche de qualité de l'accueil. Donc là, à partir du 1er septembre, avant, elle devait avoir 0,20 ETP de référent technique sur la structure, donc ça correspondait à une journée par semaine. Là, ils seront obligés d'avoir 0,50 ETP, donc un demi-poste de direction pure par structure. Voilà, c'est les quelques petits changements que je peux vous donner dès à présent, mais on est encore toujours en lecture de texte et en appropriation. Bien sûr, on informera effectivement tous les gestionnaires qui soient à la fois publics et à la fois privés des modifications que ce nouveau décret a impactées. Mais c'est effectivement toujours dans un souci de qualité. Et effectivement, bon, pour rejoindre, alors là, ça concernera toutes les crèches. Les projets d'établissement comprenaient jusqu'à présent 3 parties. Une partie projet d'accueil, une partie projet éducatif, une partie projet social et développement durable. Alors, quand on dit développement durable, ce n'est pas forcément les couches bio, les repas bio. Hein. Développement durable, on l'entend à l'échelle des élus, à l'échelle d'un territoire, hein, bien sûr. Et là, il y aura une 4e partie qui s'appellera évaluation de la qualité d'accueil. C'est les quelques premiers éléments que je peux vous donner. Mais la lecture du décret est toujours en cours. Mais effectivement, ça impactera beaucoup de gestionnaires publics ou privés en termes effectivement de démarche. Les micro-crèches qui ont à leur tête une auxiliaire puéricultrice. Si effectivement elle a ses 3 ans d'expérience professionnelle, tout dépend si elle les a en 3 ans plein, puisque l'accompagnement se fait, et là ce sera du cas par cas. Mais le décret précise que les gens qui seront en poste, normalement, pourront être maintenus. Par contre, si c'est des CAP petite enfance, puisqu'on a le cas dans quelques structures du département, et qu'elles ont un accompagnement, si elles n'ont pas de diplôme d'auxiliaire puériculture, elles ne seront pas maintenues dans leur fonction. Mais je vous dis, c'est sous réserve d'une lecture plus approfondie et d'une validation au niveau de la direction des affaires juridiques du département. Là, je vous donne quelques petites infos, mais sous réserve de validation définitive. Mais effectivement, ça va changer la donne pour beaucoup de structures. Et, à mon sens, on améliorera, alors pas pour toutes, la qualité d'accueil dans certains établissements. Bien, très bien. D'autres questions? Là, on vous a mis tous nos contacts si vous souhaitez, voilà, c'est un projet, des questions, une aide pour vos projets, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Donc là, on a en premier Madame Sauvadé, le CD avec Monsieur Tripé, la CAF avec une adresse générique, comme ça tout le monde la reçoit, et la MSA, c'est pareil. On a une adresse générique.
Voilà, donc le diaporama vous sera transmis. Je sais qu'il est enregistré, donc on va pouvoir l'envoyer aussi à diverses personnes. Voilà, bah, nous vous remercions pour cette première présentation. En profiter pour remercier l'ensemble des services donc, de l'État, du Conseil départemental, de la CAF et de la MSA donc pour leur mobilisation et leur participation donc active lors du webinaire consacré au service public de la petite enfance. Et nous, on remercie grandement Madame Lounas de l'Association des maires de la Somme de nous accueillir dans ses locaux. Oui, Alors, les locaux. tout à fait. J'ai entendu que vous aviez un petit café tout à l'heure. C'est l'avantage d'être en présentiel. Hein. On reviendra d'ailleurs. En tout cas, voilà, je vais parler, je pense, au nom de tous mes collègues. Sachez qu'on se tient à votre disposition et n'hésitez pas à en user et en abuser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Vous aussi également.